Bonsoir à tous et bienvenue sur PlayJob. Seb met au cœur de tous ses métiers, l'innovation et veut vous en convaincre et vous convaincre de venir innover chez Seb. Vous êtes habitué au discours, disons, corporate des entreprises. Eh bien ce soir, ça va changer. Le but de ce live est de faire que vous puissiez poser toutes vos questions, franchement, sans le moindre tabou et juger de l'intérêt pour vous d'intégrer le groupe Seb. C'est du live et ça commence maintenant. Delphine Laverrière, vous êtes responsable du recrutement et mobilité au sein du groupe Seb. Bénédicte Simon, vous êtes la responsable recherche articles culinaires au sein du groupe Seb. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On vous laisse la première minute, celle qu'on appelle la minute corporate, pour introduire ce live. C'est la minute corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Ok, c'est à vous deux. On vous laisse 1 minute, 2 minutes grand max pour introduire ce live. Bon, c'est la minute corporate, alors on ne va pas couper à quelques chiffres. Le groupe Seb, simplement pour resituer, c'est le leader mondial du petit équipement domestique. C'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 25 000 collaborateurs dans le monde. Voilà, dans les grandes lignes. C'est aussi et surtout un portefeuille de marques très important, avec 24 marques, dont des marques internationales présentes vraiment sur l'ensemble des continents. Et on peut citer à ce titre-là Tefal, Krups, Moulinex, Roventa. On ne va pas toutes les faire, mais ça en fait quelques-unes. Plus les marques locales, régionales, qui sont présentes vraiment sur nos différents marchés et qui nous permettent d'avoir une assise localement. Et puis, le groupe Seb, au-delà des marques, c'est une forte présence à l'international, dans 150 pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 80% qui est fait justement en dehors de la France. Et puis, bien entendu, c'est l'innovation, c'est ce qui nous amène ce soir. L'innovation qui est de toute façon au cœur des processus de l'entreprise depuis toujours. Et à ce titre-là, on peut parler de la fameuse cocotte minute dans les années 50. C'était ça dans les années 50. Aujourd'hui, c'est plus de 250 produits chaque année nouveaux, avec plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé par des produits qui ont moins de 3 ans. Moi, je pensais que vous seriez 2 ce soir. Finalement, vous êtes 3. Vous êtes venus accompagner. Exactement. Il y a le futur de la cocotte minute. Enfin, pourquoi vous avez apporté cet objet ? Alors, je crois que si on doit illustrer finalement l'innovation chez Seb aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler d'Actifry. Et ce produit que vous avez là, c'est la friteuse avec très peu d'huile qui vous permet avec une cuillère d'huile de faire des frites aussi savoureuses que celles que vous avez l'habitude de déguster habituellement. Celle dont tu as parlé au Oprah Winfrey l'autre jour ? Oui, exactement. Okay. Et c'est clairement un produit qui illustre parfaitement bien ce qu'est l'innovation chez Seb. Et pourquoi ça l'illustre bien ? Enfin, juste qu'on comprenne bien. Alors, quand on parle d'innovation chez Seb, on parle déjà de plusieurs métiers qui s'interconnectent. La communauté de l'innovation chez Seb, ce sont 1200 chercheurs, marketing, stratégiques et designers. Et ces gens-là travaillent ensemble, main dans la main, au fil de l'eau, au quotidien, pour arriver à, appréhender mieux les problématiques des consommateurs, apporter des solutions techniques. Et Actifry, qui est la combinaison finalement d'une cuisson savoureuse et d'une cuisson, d'une alimentation nutritionnelle, en est une très bonne illustration de la réponse qu'on est capable d'apporter aux consommateurs. Ok, on va creuser tout ça ensemble. Delphine, Bénédicte, vous connaissez le principe. Pour vous engager sur le discours le moins corporate possible, maintenant, je vais vous demander de mettre la cravate dans la boîte. Allez hop, voilà, on est mieux là comme ça, non ? Alors je vous invite à découvrir la première question et je vous invite tous à poser vos questions à Bénédicte et à Delphine sur les métiers, sur l'innovation au sein du groupe Seb. Ces questions seront posées le plus franchement possible et sans le moindre tabou, vous êtes d'accord ? Donc je vous laisse découvrir ces questions maintenant. Alors première question, y a-t-il des places dans le management de l'innovation pour les non-ingénieurs ? Je crois que la réponse était déjà quasi faite en introduction. Exactement, je l'ai dit un peu rapidement, mais je crois que ça mérite vraiment de revenir dessus. Qu'est-ce que vous entendez par innovation ? C'est un peu la question. La communauté déjà de l'innovation chez nous, c'est clairement 3 métiers. Donc clairement, il n'y a pas que des ingénieurs. Quand on parle de l'innovation chez Seb, ça veut dire des gens du marketing stratégique, ça veut dire des techniciens, donc des chercheurs et des gens du développement produit, et aussi des designers. Donc
clairement quelqu'un qui n'est pas d'une filière technique, mais qui a une compétence dans l'identification des besoins du consommateur, dans la mise en évidence de par le design de l'innovation, clairement, il a sa place dans la communauté de Mais l'innovation. c'est obligatoire, SEB. je suis obligé d'avoir une culture ou une formation centrée sur l'innovation malgré tout pour rentrer chez Seb. Je fais du marketing, je sais pas, je suis en majeur marketing d'une école de management, mais sans marquage particulier sur le design ou l'innovation. Je crois que ce qui fait la caractéristique majeure d'une personne de la communauté de l'innovation chez SEB, c'est déjà sa passion pour le produit. Donc sans forcément une formation orientée innovation, la curiosité du produit... Oui, enfin, ça va se sur sent en fait. recrutement. L'appétence produit, ça passe au recrutement. L'appétence produit, on la sent vraiment. Vous faites quoi chez Seb en fait? Les entretiens, c'est-à-dire que vous voulez confronter les étudiants à un produit, c'est ça? Vous le faites parler Non, d'un on en produit? parle, en tout cas, ça, bien entendu, on en parle. La preuve, c'est que si on arrive avec la friteuse, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis voilà, les produits, c'est la question de tous. C'est clairement ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Donc oui, les produits, c'est important et on le détecte très facilement lors de l'entretien, dans l'échange, bien entendu, on parle des produits. Aujourd'hui, toutes les entreprises mettent en avant leur culture de l'innovation. Qu'est-ce qui vous différencie selon vous? Personnellement, quand j'ai vu que vous vouliez parler de l'innovation, je me suis dit, waouh, encore une entreprise qui veut parler d'innovation. Honnêtement, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et tout le monde parle d'innovation. C'est bien d'être innovant. C'est comme des entreprises qui disent leader, on dit innovant, ok, très bien. Alors, je crois que la grosse différence est vraiment la signalétique du groupe SEB en termes d'innovation, c'est que ce n'est pas un discours préconçu, préformaté, de mode qu'on sert aujourd'hui. L'innovation, Delphine l'a rappelé, le groupe SEB s'est construit par l'innovation. Ça fait des années qu'on se développe par des nouveaux produits, par notre capacité à chercher à répondre le mieux possible aux besoins du consommateur. Et on a toujours porté ça dans nos gènes. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur un discours convenu de formater à D'accord, mais concrètement, en quoi vous pensez que cette innovation elle est plus présente qu'ailleurs et que c'est vraiment dans votre ADN, par quel fait concret? Alors, ne serait-ce que quelques chiffres, je pense, qui illustrent bien. On a aujourd'hui plus de 1000 brevets actifs dans le groupe. On en a encore sorti 120 sur l'année dernière. Donc ça montre quand même effectivement cette capacité d'innovation permanente, ça c'est important. On illustrait tout à l'heure aussi sur les chiffres, en fait, quand on se dit qu'on a plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est généré par des produits qui ont moins de 3 ans, ça montre effectivement vraiment le renouvellement des gammes. Et c'est bien par le renouvellement des gammes, par le fait de répondre à des besoins nouveaux, pour répondre effectivement à des problématiques de plus de performance, de plus de fonctionnalité, de plus d'ergonomie, bref, quelles que soient, je dirais, les problématiques des consommateurs, le groupe se doit effectivement d'y répondre et on a. Mais c'est quoi l'innovation? Enfin, on a cette friteuse, on a l'ActiFry qui est un produit phare chez Seb. Concrètement, je sais pas, c'est quoi l'innovation? C'est le fait d'avoir mis un bouton vert? C'est le fait d'avoir... Il y a quoi comme innovation là-dedans, par exemple? Alors, l'innovation, c'est clairement de conjuguer deux choses. C'est de conjuguer une attente forte, deux attentes même fortes du consommateur, ce que je disais tout à l'heure, manger sain, mais se faire plaisir. Et quand on pose cette équation en regard de la frite, forcément, on sent une certaine incompatibilité. Et donc, tout le challenge et toute l'astuce, l'ingéniosité et la compétence du groupe SEB derrière, c'est d'arriver à rendre finalement compatibles des choses qui, a priori, le sont C'est quoi pas. le processus d'innovation pour le coup? C'est que chez Seb, il y a des gens qui réfléchissent à ces deux éléments contradictoires et qui se disent, bah, du coup, notre friteuse, elle doit mettre moins d'huile, donc il faut qu'on invente un procédé où on met qu'une cuillère d'huile et... Alors, c'est exactement ça. En amont, il y a déjà une observation forte du consommateur et une identification fine de ce que sont ses attentes et ses besoins. Donc ça, c'est le boulot des gens en marketing, du marketing stratégique, effectivement, qui va se rapprocher du consommateur, qui va étudier ses gestes. On a même des métiers un peu particuliers dans l'entreprise qui vont être capables de scruter finement. On a un anthropologue, par exemple, qui va aller observer très finement la gestuelle, comprendre finalement où sont les usages spontanés, où sont les usages contraints et en quoi finalement nous, en tant qu'industriels, avec un nombre de marques important, on peut répondre à ce besoin-là. Donc il y a vraiment déjà ce premier aspect qui est de faire un focus sur qu'est-ce que le consommateur fait, de quoi est-ce qu'il a besoin et en quoi est-ce qu'on n'y répond pas aujourd'hui. Et puis derrière, il y a les équipes techniques, derrière qui viennent amener des solutions. Et là, effectivement, la solution technique, c'est d'être capable d'être entré très loin dans la transformation de la pomme de terre, pour illustrer le propos, et d'être capable de mettre en évidence, de mettre en œuvre, un principe qui fait qu'on arrive à faire des frites avec très peu d'huile, mais ça, c'est en connaissant très bien ce qui se passe au niveau de l'aliment. Donc,
À titre d'illustration aussi, il y a des compétences de mécanique, de thermique, d'agroalimentaire aussi, de connaissance de l'aliment qui sont mises en œuvre et qui permettent finalement d'arriver à conjuguer ces choses qui sont antagonistes. Alors, du coup, enfin, je veux dire, Exactement. on aura l'occasion d'en parler, j'espère. Oui, tout à fait. Quand vous voyez effectivement cette friteuse, il y a aussi une question de design, typiquement. Donc le design est aussi intégré très en amont dans le processus de recrutement. Dans le processus d'innovation, pardon. Mais forcément de recrutement aussi, parce que pour nous, ça a des incidences. Continuez à poser vos questions. Voici la prochaine. Alors, attendez-vous que les ingénieurs que vous embauchez soient intéressés par le marketing, étant donné le positionnement de la marque? Alors, déjà, on va parler de positionnement de nos marques. Delphine l'a mentionné, on a, et c'est une richesse spécifique du groupe SEB, on a un portefeuille de marques excessivement important qui nous permet d'adresser l'ensemble des typologies de consommateurs sur l'ensemble des marchés mondiaux. Donc, on parle des marques. Donc, est-ce que nos ingénieurs doivent être intéressés par la marque? Ils sont intéressés d'abord et avant tout par le produit. Donc l'ingénieur doit être capable de se projeter sur l'usage et finalement sur l'utilisation qui sera faite de la technologie. C'est ça, parce que c'est particulier. L'ingénieur, il est, en tout cas dans sa formation, il est habitué à travailler sur l'innovation fondamentale ou appliquée, enfin peu importe. Mais là, on part quand même du marketing, quoi. On part quand même d'un produit. Est-ce qu'on va pouvoir le vendre? On sent quand même que le marketing est très très fort et très puissant au sein du groupe SEB. Donc, est-ce qu'on peut être un ingénieur, pur ingénieur, sans... Alors, pur ingénieur dans son bureau, ça paraît compliqué. Je pense que ce qui fait la force en fait, de l'innovation dans le groupe, c'est la capacité à ces équipes complémentaires de partager, en fait, de travailler, de collaborer ensemble sur ces problématiques consommateurs. Donc, ça peut partir du marketing, ça ne part pas toujours du marketing. Il y a aussi parfois des idées qui sont poussées tout simplement par la recherche, parce qu'on a des briques technologiques qui sont intéressantes, qu'on peut effectivement aller creuser et se dire « Tiens, ça c'est intéressant d'un point de vue technologique, comment on pourrait l'appliquer à nos produits ?» Donc, c'est vraiment finalement une génération d'idées qui se fait à tout niveau, qui est mise en commun avec toujours de toute façon, et effectivement pour des profils ingénieurs, la capacité à comprendre le consommateur au bout du bout. Et nous sommes tous des consommateurs, y compris les ingénieurs. Est-ce que les ingénieurs chez vous sont plus fun? Enfin, je veux dire par là que tout ça a l'air très ludique, un peu le monde de bisounours, quoi. Je veux dire, on est en train de faire une friteuse, ça a l'air sympa, etc. Enfin, ludique, il y a des couleurs, il y a des... Enfin, je sais pas, on a l'impression que ça a l'air plus ludique qu'autre chose. Enfin, alors, c'est ludique dans le sens où l'ingénieur, il a la satisfaction de voir le produit, de le voir sortir, de le toucher, et finalement, on le retrouve dans notre vie du quotidien. Donc là, il y a une vraie satisfaction, finalement, à la valorisation de l'innovation et de la créativité de l'ingénieur. Maintenant, dans le quotidien, derrière le design, derrière le côté ludique que vous mettez en évidence, il y a de la technologie, il y a de la science, il y a du savoir-faire. Donc on ne s'amuse pas chez Sam. Alors, on s'amuse aussi, mais il faut bien appréhender la mesure des dimensions technologiques et scientifiques qu'on peut mettre en œuvre dans nos produits. Je l'ai cité rapidement tout à l'heure, mais on a des ingénieurs qui sont des gens qui vont être des thermiciens, des acousticiens, des opticiens, des gens des sciences agroalimentaires, des mécaniciens, des plasturgistes. Il y a vraiment des métiers excessivement variés à fort contenu technologique. Et c'est vrai qu'en première lecture, on n'imagine pas l'univers du petit équipement domestique comme étant aussi riche en termes de savoir-faire et de technologie. Y a-t-il des possibilités d'embauche en design au sein du groupe? Ça tombe bien, la question est revenue. Si oui, sous quelle marque et à qui s'adresser? Alors, est-ce qu'il y a des possibilités d'embauche en design? Bien entendu, donc ça vous l'avez compris, c'est un des métiers design pur, bien entendu. C'est effectivement un des métiers clés dans ce processus d'innovation qui peut intervenir en fait à différents niveaux du processus, très en amont parfois, parce qu'on s'aperçoit que le design aussi peut participer vraiment à de l'innovation de rupture. On voit vraiment aujourd'hui que les consommateurs parfois aussi peuvent rentrer sur certains produits par le design, bien plus que par la fonctionnalité. Et concrètement, le groupe SEB peut absorber combien de nouveaux designers, enfin embauche combien de designers par an? Alors, quand on regarde en fait le nombre de recrutements de designers, ça doit représenter 2-3 designers par an. Oui, c'est pas énorme. Mais parce qu'on a des équipes qui collaborent aussi et qui travaillent beaucoup en équipe. Sur toutes les marques, c'est-à-dire, il y a oui, alors on n'a pas de toute façon de spécialisation par marque pour répondre à la question qui était posée. Quand on intervient, en fait, on intervient sur des besoins consommateurs, on intervient sur des catégories de produits. Donc je ne travaille pas sur Tefal, je ne travaille pas sur Krupp, je ne travaille pas sur Roventa. Je travaille effectivement sur une catégorie produit qui peut s'appliquer effectivement ça vaut pas simplement pour les designers, marques. ça vaut pour d'autres Exactement.
C'est valable pour l'ensemble de nos métiers. Et puis après, bien entendu, si on parle du design, la marque Tefal va forcément avoir ses codes design. La marque Krups va forcément avoir. Donc on va bien entendu adapter d'un point de vue design sur nos différentes marques. Une question sympa, un peu sympa cette question. Ne craignez-vous pas que des groupes comme Seb, qui sont réellement innovateurs, voient leur discours sur l'innovation perdre en importance et se noyer au milieu de tous les autres? Alors, très sincèrement, je crois que notre capacité à démontrer que notre discours sur l'innovation n'est pas qu'un discours, c'est notre capacité à alimenter le marché avec des nouveaux produits qui sont des nouveaux produits pertinents par rapport aux consommateurs. Donc non, on n'a pas spécialement de crainte. Je crois qu'on a su démontrer par le passé que ce n'était pas qu'une façade, que c'était vraiment un fondamental de l'entreprise. Et toutes nos structures et nos moyens sont réellement tournés innovation. Et ça se démontre par notre activité en termes de propriété intellectuelle et le nombre de nos brevets, mais surtout et avant tout par le nombre de produits qu'on sort et qui satisfont le consommateur. Oui, je pense qu'on peut peut-être juste rappeler, la vocation du groupe, c'est clairement de faciliter la vie des consommateurs au quotidien et d'embellir leur vie. Donc à un moment donné, dès lors qu'on répond à des besoins consommateurs, on n'est pas noyé au milieu de la masse. Je pense qu'on répond à une réalité et on voit bien d'ailleurs, on a accompagné une grande partie de l'évolution des tendances de consommation des ménagères de ces 50 dernières années. Ok, on passe à la séquence d'examen des CV. Delphine, Bénédicte, on vous soumet 6 profils. On voudrait que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez, et à voix haute évidemment, et en quoi et comment ils peuvent s'intégrer au sein du groupe SEB. Alors on va prendre le premier, Sophie, formation ingénieur N7, École supérieure des industries textiles de Roubaix, doctorat en cours. Alors spontanément, moi je vais regarder plutôt le profil technique. Oui, c'est un profil qui nous parle. C'est un profil qui nous parle parce que dans notre métier du petit équipement domestique, on a une catégorie produit qui s'appelle le soin du linge, qui concerne les fers à repasser, les centrales vapeur. Et on a effectivement un certain nombre de problématiques qui sont liées au textile et à son entretien. C'est quelqu'un qui fait un doctorat, enfin qui est docteur, vous avez une attention particulière portée au docteur ou pas? Alors, aux chercheurs? Oui, on va dire que le profil de docteur est intéressant dans le sens, surtout quand on est sur un doctorat dans le cadre d'une thèse CIFRE, où on combine deux types d'expertise. On combine l'expertise fondamentale de la recherche, mais aussi l'application de cette recherche dans un domaine industriel bien ciblé. Donc c'est une complémentarité qui va bien et qui nous parle bien en termes d'intégration de l'ingénieur ou du docteur dans l'organisation. Ok, deuxième profil. Donc, plus en amont. Donc Paul, formation, étudiant en dernière année à Bordeaux, école de management, spécialisation marketing. Je pense que vous l'avez compris, c'est effectivement un des métiers clés du groupe. Donc, sauf que vous lui demanderez quand même une sensibilité particulière, particulière à l'innovation. Spécialisation marketing. Ce qui nous intéresse après dans le discours, la différence, elle va se faire au moment de l'entretien. C'est-à-dire la capacité qu'a le candidat à sortir, je dirais, de l'opérationnalité du marketing et à pouvoir participer et nourrir la vision de marque. Donc, comment on est capable d'emmener la marque sur tel ou tel territoire, pour quelles raisons, etc. Comment est considéré le consommateur sur ces différents points. Donc c'est ça en fait qu'on va regarder. Troisième profil. Alors Sylvain, formation école de design de Nantes. Bon, je pense qu'on a tout dit tout à l'heure en répondant à la question, c'est fait. En même temps, c'est très peu de postes aussi, c'est tout petit, quoi. Et vous prenez des juniors, en fait, quand vous dites que vous embauchez à peu près 3 personnes? Et on prend des juniors, bien sûr, bien sûr. Là, les 3 dont vous parlez, ce sont des juniors en général, ou ça peut être... Ça a été, on a eu 2 juniors et on a eu un expérimenté, donc on a des profils qui sont assez variés. Ok, quatrième profil. Et pour répondre un tout petit peu plus à la question, on a plutôt, je dirais, une bonne fidélité au groupe SEB, donc... on ne recrute pas non plus en permanence parce que les gens finalement restent. Quand vous dites aussi bonne fidélité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on s'y sent plutôt bien dans le groupe. Certes, mais vous avez des données pour ça, vous savez. Oui, bien entendu, on peut regarder les turnovers qui sont relativement faibles chez nous. Donc, typiquement, quand on parle du design, on a des populations qui sont plutôt stables et qui sont capables justement de nourrir la réflexion design en permanence, tout en restant finalement stables dans leur poste. Quatrième profil. Alors on a Claire, formation étudiante en M1, Master 1 de philosophie à Paris 1. Alors c'est vrai que là on est sur un profil qui est un peu plus loin de nos compétences identifiées. Vous avez parlé d'anthropologie tout à l'heure. Bon, on comprend l'anthropologie puisque c'est les usages. Voilà.
Alors, C'est quoi le philosophie. profil atypique dont vous parlez finalement? À part l'anthropologue. On a l'impression qu'il y en a un, vous avez parlé de celui-là en disant on est Il y a aussi- l'anthropologue, un chef. Un chef. On est quand même, pour une grande partie de notre activité, dans la transformation des aliments, dans la cuisson, dans la nutrition. Et un chef, par exemple, qui est intégré dans nos équipes innovation et qui contribue à valoriser, à tester, à Mais c'est bon, vous en avez identifier. un, vous en cherchez plus maintenant, c'est fini. Vous avez un anthropologue, un chef. Et puis on a surtout des profils assez spécifiques et pointus quand on parlait de tout à l'heure de toute la variété de spécialités dans le domaine notamment de la technologie. Ça fait finalement pas mal de profils. Typiquement, un ingénieur agroalimentaire pourrait se dire je vais travailler dans l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce que j'irai faire chez SEB? Mais chez SEB, quand on travaille par exemple sur les revêtements qu'on va retrouver dans nos poêles et dans nos casseroles, non seulement on va s'intéresser aux revêtements, mais on va s'intéresser aussi à son impact sur l'aliment. Comment est-ce qu'il est cuit? Quel est l'impact? Comment le consommateur va le percevoir? Donc typiquement un ingénieur agroalimentaire, on pourrait se dire c'est un peu atypique quand même pour le groupe SEB. Il y a pas tant que ça. 5e profil. Tony, formation ingénieur généraliste Centrale Nantes, orientation mécanique. Un profil relativement standard et classique Exactement. chez nous. Hein. On est dans les métiers de la mécanique, un profil généraliste qui va pouvoir être en amont La dans le mécanique a de la processus place, d'innovation enfin, une bonne et place puis chez en SEB. développement aussi ou sur des équipes d'industrialisation. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi une entreprise industrielle. Hein. On a des sites de production et donc il y a Il y a un encore des certain choses, nombre... enfin, il y a encore de l'innovation possible, hein, parce que quand on pense innovation, enfin, même sur de la mécanique, il y a encore de l'innovation possible. Si je vous cite un exemple qui est tout simplement la poignée Ingénio, qui est quand même une vraie révolution dans l'univers des articles culinaires, donc qui est d'avoir un équipement qui est amovible, qui vous permet de ranger facilement vos ustensiles, de pouvoir les mettre au four. La poignée Ingénio, c'est clairement une vraie astuce de conception mécanique pour assurer une sécurité, etc. Donc oui, il y a de l'innovation dans la mécanique aussi. 6e et dernier profil. Gwenaëlle, dernière année à Chimie Paris Tech. Et oui. Je pense que On a aussi est la des plus Non, mais à même d'en attendez, parler. enfin, j'ai quand même été chercher loin, hein. J'ai été quand même prendre des profils qui n'avaient absolument rien à voir. Vous Eh n'allez bien, pas me pas dire que assez vous êtes capable créatif. d'embaucher ces 6 profils. C'est À là, part on est- philosophie. Alors philosophie, on a dit, Oui, et sur chimie, philosophie. clairement, on est en adéquation complète avec une partie de nos métiers. Chimie aussi alors. Chimie aussi, pourquoi? La marque Tefal, elle est très connue pour la poêle anti-adhésive. Et l'innovation autour de la poêle anti-adhésive chez SEB, c'est la formulation et la conception de nouveaux revêtements toujours plus performants. Donc il y a des équipes de chimistes aussi en interne chez SEB. Ok, on continue sur vos questions, on les reprend. Je ne suis pas tellement d'accord avec une question précédente. J'ai l'impression que les innovations chez SEB, très mineures, c'est vraiment de la sous-innovation. Quelle est la valeur de ces innovations? Un bouton sur un robot, un hachoir pour Il me manque la couper fin. les aliments, je suppose les carottes. Génial. Alors, En fait, si elle n'avait pas été posée, moi je pense que je l'aurais posé cette question. Eh bien, c'est parfait. Pour un ingénieur, l'innovation, enfin je suis désolé mesdames, enfin l'innovation c'est pas une question de friteuse quoi. Enfin il y a des innovations majeures, des choses. Et là on est quand même sur de l'accessoire de cuisine, ça doit faire rigoler un certain nombre d'ingénieurs honnêtement. Alors, quand il s'agit de faciliter la vie de nos consommateurs au quotidien, je crois qu'il n'y a pas de petite innovation. Hein. On parle parfois de certaines contraintes. Quand on parle du repassage, on parle de contraintes. Quand on parle d'aspirateur, d'aspirer les sols, on parle de contraintes. Et faciliter la résolution de ces tâches pour le consommateur, il n'y a pas de petite innovation. Quand on parle de repasser avec un fer à repasser qui n'a pas de fil, je crois que c'est vraiment une innovation majeure parce que ça accélère leur révolutionne pas passage. mon quotidien. Ce que je veux Ah, dire c'est pas. Je crois que n'est là, pas en là, train de- on Monsieur devrait ne repasse voilà, pas. on devrait en parler. C'est pas vrai. Voilà, vous êtes c'est un propos complètement sexiste mesdames en fait. Comme la cravate. Mais il n'y a pas enfin, vous voyez. Enfin, je veux dire, je sais pas moi, une voiture qui conduit sans chauffeur. Ok, ça c'est une vraie innovation, non? Je crois que On tout l'a pas dépend encore du non niveau plus. de mesure de la contrainte que l'on a. Et quand on parle d'une poêle anti-adhésive, je crois que c'est une vraie révolution dans le quotidien. Parce que quand on peut éviter de passer 2 heures à nettoyer une casserole et qu'elle est d'une praticité d'usage incontournable, c'est une vraie innovation dans le quotidien. Alors, effectivement, il faut relativiser. C'est pas la NASA. On n'est pas en train d'aller sur la Lune, mais il n'empêche quand même que la dimension technologique et scientifique est forte, avec des produits qui sont non plus orientés, comme ça a pu l'être historiquement dans le domaine du petit équipement domestique, autour de la performance, les caractéristiques du produit, plus puissant, etc., mais autour de la garantie de résultat et la capacité à répondre vraiment à des besoins forts. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et c'est notre quotidien. Et l'innovation dans le quotidien, elle a vraiment son poids et sa place, parce qu'elle contribue largement à faciliter la vie de nos Je consommateurs. peux juste revenir quand même sur la friteuse, parce
parce qu'on se dit finalement c'est assez banal une friteuse. C'est pas si banal que ça. Quand on voit effectivement le marché de la friteuse qui se banalise parce qu'on veut manger moins gras, parce que l'obésité aujourd'hui c'est une vraie préoccupation et même préoccupation des États et pas simplement des consommateurs, être capable effectivement de continuer à manger des frites, des produits dits frits avec quasiment peu d'huile, là on agit vraiment en fait sur la santé des consommateurs. Donc, et la preuve est que sur un marché qui était complètement banalisé, on arrive à vendre des millions de friteuses. Ça répond bien à un besoin. Alors prenez-vous des stagiaires en master marketing? Je pense que je vais y répondre. C'est la question plus large aussi des stages. Oui, tout à fait. Alors oui, bien entendu, vous l'avez compris, hein, le marketing, c'est un des métiers clés dans l'innovation. Donc pour parler effectivement des stages en marketing, on va à peu près avoir 30% de nos besoins en stagiaires et alternants en marketing. Donc, ce qu'il faut avoir en tête en fait en termes de métriques, c'est qu'on recrute à peu près 200 stagiaires par an et 200 alternants. Et voilà, à peu près 40% de cette population-là est une population marketing, donc vraiment sur des stages marketing. Voilà. Question suivante. Bonsoir, quelles sont vos attentes en matière de recrutement pour un poste de chef de produit junior? Je crois que c'est encore pour toi, Delphine. Ça devrait être encore pour moi. Je dirais avoir peut-être eu une première expérience déjà en marketing, savoir de quoi on parle. Donc, en règle générale, les stages amènent à ça. C'est plutôt une bonne chose. Je dirais qu'au-delà de l'expérience métier, c'est aussi les compétences de la personne et le profil de la personne qui va nous intéresser. Dans le marketing, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est vraiment de la capacité à démontrer de la curiosité, à être ouvert sur l'extérieur et notamment sur l'international, parce que vous l'avez compris, quand on fait de l'innovation dans le groupe SEB, on ne fait pas de l'innovation pour la France, on fait de l'innovation pour le monde entier, avec les spécificités aussi qui se trouvent dans les différents pays, on s'y adapte. C'est la capacité à porter des projets. Il y a vraiment de la mobilité chez SEB, enfin la mobilité, je veux dire, géographique. Oui. Elle existe. Elle existe réellement. Les activités d'innovation dont vous parlez, que ce soit en termes de marketing, tout n'est pas basé en France? Non, loin de là. Hein. On a une trentaine de centres de recherche et de développement qui sont répartis à travers le monde. On a des équipes marketing qui sont localisées en local sur les marchés, justement pour bien répondre aux attentes des consommateurs de ces marchés-là. Et toutes les attentes au niveau mondial sont clairement pas uniformisées. Vous ne pensez pas tout à partir de la France? Non, clairement pas. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne vous sont pas du tout inspirés par la France. Le marché brésilien, par exemple, peut vous inspirer des produits qui n'existeraient pas en France? Le marché brésilien va être capable de développer des produits pour ses propres besoins, oui, spécifiquement, oui. Et qui peuvent ensuite inonder le monde, c'est-à-dire que ça peut commencer là et... Ça peut se faire effectivement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au Brésil, vous embauchez des Brésiliens? Alors, on peut embaucher des Brésiliens, bien entendu, mais on va également faire bouger éventuellement des personnes de la France vers le Brésil. Et on a effectivement... Le Brésil est un gros marché pour nous. Alors, typiquement, quand on parle d'innovation au Brésil, c'est assez logique que ça parte du Brésil. Il y a une idée géniale qui est née localement quand la dengue a fait son apparition il y a quelques années en arrière. On s'est dit finalement, tiens, c'est vraiment né en fait d'une observation locale. Comment est-ce qu'on peut finalement lutter contre ces moustiques? Et ils ont eu l'idée géniale de diffuser en fait un produit anti-moustique dans les ventilateurs. Donc ça a été le premier ventilateur anti-moustique qui a été mis en place. Ça a été effectivement poussé par la filiale et puis travaillé avec les équipes marketing stratégique. Donc c'est vraiment ce travail en binôme. Qui l'emporte chez SEB? Le marketing ou l'innovateur si conflit il y a? L'innovateur peut-être ou l'ingénieur. On a compris que l'innovateur maintenant chez SEB. Exactement. On est partout. Tout le monde est innovateur, ok. Alors clairement, je crois qu'une innovation chez SEB, c'est quelque chose qui a du sens pour le consommateur. On l'a dit, on le redira jamais assez. Donc il va falloir que l'invention, elle trouve sa place dans le besoin du consommateur. Donc j'ai envie de dire qu'il va falloir forcément qu'il y ait une validation marketing et un intérêt consommateur démontré pour l'invention. Donc dans nos métiers, notamment sur les parties techniques, on n'a clairement pas une mission qui est celle de remplir des étagères avec des briques technologiques qui n'ont pas de sens pour le consommateur. Donc il n'y en a pas un qui va l'emporter. En tous les cas, au bout du bout, il va falloir trouver la juste symbiose entre le besoin et puis la solution technique pour faire en sorte que la solution, l'invention se vende.
renouvellement des gammes tous les 3 ans, etc. Mais quelle est la place de l'écologie dans vos innovations? L'innovation aujourd'hui ne devrait-elle pas être tournée vers ce domaine? Alors, la réponse est... Oh là là, je sens qu'il va y avoir de la langue de bois là-dessus. Non, Vous êtes obligés. on va même concret. l'illustrer On va parler concrètement. Vous êtes là pour vendre, mesdames. Dans les axes stratégiques d'innovation du groupe SEB, il y en a 4 aujourd'hui. Il y a le vieillissement de la population, il y a l'habitat et le monde connecté, il y a entre autres l'éco-responsabilité. Ça fait partie vraiment des thématiques de fond que l'on a et qui s'illustrent par des produits qui sont déjà aujourd'hui sur le marché et qu'on connaît. Et pourtant, votre volonté, enfin votre intérêt à vous, c'est que j'achète de plus en plus d'appareils, que j'en achète d'autres et qu'éventuellement j'en achète un nouveau, etc. Donc, alors, quand on parle d'éco-responsabilité, simple. on parle de plusieurs choses en fait derrière. Hein. Et nous, notre mission d'éco-responsabilité et d'acteurs éco-responsables, elle se traduit par 3 déclinaisons. On a des produits pour une grande partie qui sont connectés au secteur. Donc, c'est réduire la consommation énergétique de nos produits. Et aujourd'hui, si vous regardez dans nos gammes, vous allez trouver des aspirateurs, vous allez trouver des fers à repasser qui consomment quasiment 30% d'énergie en moins, avec une performance équivalente à ce que sont les produits de leur gamme. Donc ça, c'est un premier axe, l'économie d'énergie, et c'est fort. Le deuxième axe, c'est de promouvoir l'utilisation de matériaux recyclés. On a de plus en plus de produits qui embarquent une part de matériaux recyclés non négligeables, des spatules par exemple qui sont réalisées en PET recyclé, des articles de moulerie ou des ustensiles culinaires qui sont faits avec de l'aluminium recyclé, donc qui évitent d'épuiser les ressources. Et puis le troisième axe, c'est de travailler à la recyclabilité de nos produits en tant que tels, c'est l'éco-conception. C'est de faire en sorte que tous nos produits, quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas été construits à base de matériaux recyclés, puissent être recyclables derrière. n'empêche que Delphine Bénédicte, votre modèle, il est quand même d'expliquer que 3 ans plus tard, je vais avoir une nouvelle machine et qu'il faut que je l'achète parce que celle-ci, elle est un peu mieux que la précédente. Elle embête ma question, mais c'est comme ça en fait, non? Non, elle a des fonctionnalités différentes ou elle a des performances différentes, donc on va répondre en fait à d'autres besoins. Et puis, je dirais que c'est le cycle aussi de la recherche. À un moment donné, toute innovation fait avancer l'innovation future aussi. Et finalement, toute la recherche et les brevets qu'on va pouvoir avoir, à un moment donné, vont nous permettre aussi, derrière, de gagner en performance ou... bref, sur un certain nombre de domaines. Donc, Ok, on va revenir sur cette question parce qu'il y a une question déjà programmée, une de nos questions qui va arriver, qui vous relance sur ce sujet. On reprend la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un jeune diplômé de travailler dans la fabrication de casseroles et de fer à repasser? Raccourci. Spontanément et évidemment, je crois, le niveau technologique de ce qu'il y a derrière. On n'imagine pas le niveau de maîtrise de procédé qu'il peut y avoir derrière la fabrication d'une casserole ou d'un fer à repasser. Mais on vous parle voyez, de casserole, la dimension... On parle de métallurgie. J'y répondrai différemment aussi. On après parle de cette raccourci, question. mais vous voyez, il y a une dimension quasiment anecdotique au fait de travailler pour fabriquer des fers à repasser. C'est drôle. Vous comprenez ça en fait? On n'est pas, vous disiez, on n'est pas à la NASA, etc. Mais c'est drôle. Enfin, en même temps, cette question pourrait aussi se la dire pour les personnes qui travaillent dans les cosmétiques, juste pour travailler faire des cosmétiques. Et encore, c'est peut-être exactement. Et on ne mesure pas toujours le niveau de complexité derrière. Ouais. Mais elle vous étonne cette question ou... Elle ne nous étonne pas du tout. C'est des questions forcément qu'on va pouvoir avoir. Alors, je pense que les ingénieurs perçoivent beaucoup plus la complexité qu'on peut avoir derrière les produits. Mais typiquement, des profils marketing n'ont pas forcément la perception, notamment sur des jeunes diplômés qui ne se sont pas encore frottés peut-être à la réalité du travail, et notamment dans des environnements différents, toute la complexité technique, technologique qu'il peut y avoir derrière des produits. Donc effectivement, lors de l'entretien, on peut assez vite rentrer dans des choses un petit peu cocasses, justement, où on explique toute la complexité qu'il peut y avoir, et c'est assez étonnant de voir la réaction des candidats là-dessus. Ouais. On passe à la question concurrence. Je dois découvrir la question maintenant, Delphine Bénédicte. Alors, question de Monsieur Jura. Vous feriez bien de moins innover, comme vous dites, et de construire des produits qui durent plus de 5 ans. Innovation partout, innovation nulle part. Et toc. Alors, des produits qui durent plus de 5 ans, je ne crois pas qu'on incite nos consommateurs à renouveler le produit, ou en tous les cas, clairement, on ne conçoit pas nos produits pour qu'ils ne durent pas 5 ans. On a une notion de durabilité, on a des marques. C'est un peu ce dont on accuse les industriels Ouais, aujourd'hui. alors, je crois qu'il faut vraiment intégrer une chose dans le groupe SEB, c'est qu'on a un portefeuille de marques.
ces marques, elles sont reconnues, elles sont légitimes de par un certain niveau de qualité, par rapport à un certain niveau de positionnement. Si on veut demain continuer à entretenir et développer l'image de ces marques, on doit clairement ne pas être déceptif auprès des consommateurs, notamment sur la durabilité et la qualité de la performance. L'obsolescence programmée, ça vous parle quand même. Ça parle, mais c'est clairement pas quelque chose qui est appliqué et selon la pratiqué qualité dans des le groupe matériaux SEB. qu'il va avoir, ça va plus ou moins casser, je vais être obligé de la remplacer, etc. Non, je crois qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Je pas en même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre part? Vous n'allez quand même pas nous dire que vous faites de l'obsolescence programmée. Non, et on l'a fait clairement pas. Comment la maîtriserait. On l'a fait clairement pas. Et vraiment, je crois qu'il faut ramener ça aux dimensions de nos marques. Vous êtes sûr que la vitre de l'Actifry, elle est suffisamment solide pour pouvoir durer? Alors là, on peut vous garantir qu'elle est relativement solide et on a elle est relativement solide. Oui, elle est relativement solide dans l'usage pour lequel elle est destinée et clairement le produit dans 5 ans, il sera toujours fonctionnel. Ça, c'est une certitude. On a des cahiers des charges qui sont très exigeants en termes de qualité. Et encore une fois, je ramène ça à la marque parce que c'est important. Un consommateur demain qui s'adresse à une marque du groupe SEB, il fait l'effort de s'adresser à cette marque du groupe SEB et demain, ce que l'on veut, c'est fidéliser ce client-là, ce consommateur-là pour revenir acheter un produit de la marque. Certes, mais on ne doit pas le décevoir. Certes, mais quand tout le monde fait de l'obsolescence programmée, au final, on ne vous distingue pas du voisin parce que le voisin le fait aussi et puis au final, c'est un système dans lequel on rentre tous. Alors, on ne va pas parler pour ce font nos concurrents. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on ne fait pas d'obsolescence programmée. Alors, dernier petit point peut-être, le service après-vente, c'est quelque chose qui est important dans le groupe SEB, justement lié à ces problématiques de qualité. Si votre capot, il vous arrive un problème, vous pouvez aussi changer le capot et pas changer toute la machine. Ça fait aussi partie des engagements du groupe SEB. Vous comprenez cette problématique. On sait tous que le grille-pain qu'on achetait dans les années 60, il pouvait durer 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Un grille-pain, la résistance, elle est morte au bout de 5 ans et voilà. Mais je crois que le point que soulève Delphine est clé et c'est aussi une des particularités du groupe SEB et on le met peu en avant. Mais si, quand vous achetez un produit SEB, vous regardez la notice et finalement vous regardez la documentation qui est fournie avec le produit, vous allez voir un petit book qui correspond au centre de réparation de services agréés. On a un réseau énorme de gens qui sont aptes à réparer nos produits. Et ça fait effectivement partie d'une de nos forces. Alors, est-ce qu'un expert en évaluation sensorielle peut travailler directement avec le groupe de recherche d'articles culinaires? Réponse oui. Est-ce que vous l'avez, ce spécialiste atypique? Alors, on l'a. Vous avez un anthropologue, vous avez un chef? Oui, on a des gens, et d'ailleurs des gens qui ont développé des panels, qui ont éduqué des panels d'évaluation sensorielle dans la dégustation de la frite, entre autres, mais pas que. Justement pour pouvoir juger du résultat. Quand on disait tout à l'heure qu'on a vu une évolution finalement... Ça, c'est pas des panels de consommateurs? Vous avez des gens qui sont... Alors, on parle de panels d'experts sensoriels, ce qui n'est pas la même chose qu'un panel de consommateurs. C'est pas des gens qui travaillent en permanence pour SEB? Pas... Alors, il y en a. Quand on parle d'un panel, d'un point de vue sensoriel, quand on parle d'un panel, il y a 2 types de panels sans rentrer trop dans le détail, mais clairement, on doit éduquer un certain nombre d'acteurs à reconnaître et à caractériser un aliment, un résultat, etc. Donc ça, ce sont des panels qui sont dédiés à nos produits. Et on les a en interne, mais on les développe aussi en externe. Et ça nécessite des compétences de méthodologie sur l'analyse sensorielle. Et on utilise ce type de méthodologie et on a des experts en interne dédiés à l'analyse sensorielle. Comme je le disais tout à l'heure, parce que ce que l'on veut, c'est mesurer le résultat du produit et pas uniquement dire le produit, il a telle puissance ou telle température. Non, c'est le résultat qui nous intéresse et donc l'évaluation sensorielle est importante. Proposez-vous des VIE en Europe, en Pologne par exemple? Si oui, pourriez-vous nous décrire le type de mission que vous proposez? Alors, on a effectivement en tant que groupe français un programme de VIE donc qui est ouvert, vous connaissez un petit peu le principe et j'imagine que les internautes le connaissent, qui est ouvert en fait aux ressortissants européens de moins de 28 ans. Donc on a en fait aujourd'hui dans le groupe SEB une vingtaine de VIE présents à l'échelle du monde et pas simplement de l'Europe. Donc on a des VIE aux États-Unis, on a des VIE à Hong Kong, on a des VIE au Brésil, on a des VIE en Europe bien entendu, et sur des profils aussi assez ouverts, marketing mais pas simplement. On en a aussi sur les fonctions du controlling, des fonctions support. Controlling, vous entendez quoi par controlling? Contrôle de gestion finance. D'accord. Voilà. Donc oui, le programme VIE, c'est un programme très important pour nous. C'est quelque part aussi l'opportunité pour nous de nous créer un vivier de jeunes talents parce que c'est des occasions assez privilégiées en fait de se retrouver dans une de nos filiales, donc plus petite, donc plus en autonomie, avec des responsabilités assez fortes très vite dans son parcours et finalement de pouvoir assez vite prendre part en fait à la stratégie du groupe et rentrer dans un vivier qui nous intéresse pour la suite. Donc
pour nous, c'est un programme assez important. Question suivante. Ces innovations vous permettront de résister suffisamment face à la concurrence chinoise. Alors la concurrence chinoise, on va déjà rappeler une chose qui est peut-être pas évidente pour les gens qui s'intéressent au groupe SEB, c'est qu'on a une société en Chine qui s'appelle Support, qui est leader sur son marché. Et pour nous, quand on parle déjà Chine, on parle déjà adresser le marché chinois et répondre aux besoins du consommateur chinois. Donc ça, c'est un point qui est clé pour nous et c'est pour ça qu'on a pris position en 2007 sur le marché chinois avec des structures locales. Et on a aujourd'hui 12 000 personnes qui travaillent en Chine, principalement pour nourrir les besoins du marché chinois et adresser le marché de l'équipement. D'accord, mais la Chine, c'est pas juste un marché, c'est aussi des concurrents pour vous. Oui, effectivement, ça le sont. On a nos marques. C'est bien cette innovation. Enfin, au final, vous pouvez être soit copié ou en tout cas, il y a des produits moins chers qui peuvent envahir le marché. En fait, en quoi l'innovation dont vous parlez finalement et est-ce que vous avez l'impression qu'elle va vous permettre de résister suffisamment? Est-ce qu'elle crée une consistance suffisamment forte pour le groupe SEB? Alors, je t'en prie. C'est la valeur même de l'innovation, pour se le dire clairement. On va être en concurrence directe avec des Chinois sur des marchés extrêmement banalisés, sur lesquels effectivement notre valeur ajoutée est extrêmement faible. L'innovation nous permet justement de sortir de ces marchés banalisés, d'apporter de la valeur ajoutée et de croître de façon rentable en tant que groupe. Vous ne percevez pas que le marché demande plus de simplicité ou des objets plus standards maintenant, non? C'est pas quelque chose que vous ressentez? Les attentes des consommateurs sont très différentes. Certains vont attendre peut-être plus de simplicité, certains vont attendre des beaux produits dans leur cuisine parce que aussi aujourd'hui le petit électroménager, ça s'affiche. On reçoit aussi dans sa cuisine, on est content d'avoir de l'électroménager de couleur avec un design sympa. D'autres vont en attendre de la pure performance. Donc les besoins sont très différents, à l'image de tous les consommateurs. Il faut pouvoir y répondre. Et innover, c'est innover en fait sur ces différents champs-là. Quelles sont les possibilités d'évolution au sein de votre groupe? Alors la question est très large. Donc on peut y répondre sous différents angles. La mobilité, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est une réalité dans le groupe. Et je dirais même pour... Tout le monde dit ça en fait. C'est vrai que c'est rare d'obtenir une réponse d'un groupe qui dit bah non, chez nous on n'est pas mobile, on reste, etc. Mais comment est-ce qu'on évolue? Je veux dire, c'est quoi le... Alors, comment est-ce qu'on évolue? C'est une fonction assez horizontale au final. Déjà, c'est-à-dire qu'on fait du design, finalement on fait du design qu'on soit junior ou senior ou que... Non, il y a quelque chose déjà, je pense, sur lequel il faut être clair, c'est que la mobilité, elle est possible sous réserve de certaines choses quand même. C'est votre performance dans le poste, donc la contribution que vous avez quand même, je dirais, dans votre job. C'est votre motivation aussi, parce qu'à un moment donné, on ne va pas forcer non plus les gens à bouger, c'est l'envie d'eux. Et puis votre potentiel aussi, votre capacité à un moment donné à pouvoir apporter, développer des compétences en dehors du champ sur lequel vous intervenez aujourd'hui. Si ces trois conditions-là sont réunies, bien entendu qu'on va encourager la mobilité. Alors, il y a aussi, je dirais, ce que le collaborateur fait par lui-même. À un moment donné, on peut accompagner, on ne peut pas faire à la place d'eux. Donc, dans ce cadre-là, on a aujourd'hui une politique assez claire en matière de mobilité, assez transparente, avec des postes qui sont affichés. Tout le monde peut postuler sur ces offres-là. Donc, ça, c'est une réalité et qui est claire pour tout le monde. Et puis donc pour revenir effectivement sur la question de la mobilité, elle peut effectivement se faire en pas de côté, je dirais, pour développer aussi des compétences complémentaires. Typiquement, quand on parlait du marketing tout à l'heure, vous travaillez sur le marketing stratégique, vous avez envie d'aller vous frotter à une réalité de marketing opérationnel sur les leviers à activer pour pouvoir adresser des problématiques marché, allez le faire en filiale. Eh bien, faites-le. Ça vous permet en fait assez vite d'élargir vos compétences, je dirais rapidement dans votre parcours, et plus vite vous les élargissez, plus vite, je dirais aussi, vous construisez une vision plus large du groupe et plus vite vous êtes en mesure aussi de prendre des postes à responsabilité dans le groupe. Et là-dessus, on est très clair et on le dit clairement. Je la prends. Vous avez l'air de dire que l'innovation est partout chez vous, mais est-ce qu'il y a des lieux, des postes qui sont plus consacrés à l'innovation ?
Alors, des postes plus consacrés à Vous l'innovation. l'avez rendu très diffuse, en fait, Voilà. cette innovation. Vous dites, en gros, tout le monde Oui. innove, l'innovation, c'est partout, ça Oui. transpire, l'innovation chez nous, Oui. partout. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des laboratoires, est-ce qu'il y a des lieux de, je ne sais pas, des réseaux, bref. Alors, on a parlé spontanément et à l'ouverture de notre échange d'une communauté de l'innovation. Donc, cette communauté de l'innovation, elle se rassemble, elle a des liens, on a un réseau social interne. De quoi vous parlez quand vous parlez de communauté d'innovation? Alors, les 3 métiers dont on a parlé tout à l'heure, la technique, le marketing stratégique et le design. Ça, c'est notre communauté de l'innovation. D'accord. Cette communauté de l'innovation, c'est 1200 personnes qui sont réparties un petit peu partout à travers le monde. Mais qui existe comment, en fait? C'est quoi ses moyens son interface, De ses se moyens connecter. d'interagir? Alors, ce triptyque, marketing, stratégique, technique et design, se retrouve au sein de chacune de nos activités. On n'a pas précisé notre organisation. 25 000 personnes, c'est tentaculaire. Pour simplifier, on est organisé en 3 activités qui correspondent finalement à des grandes familles produits. Chacune de ces activités dispose de ce triptyque de compétences en interne. Donc, si vous allez sur le centre névralgique de l'activité articles culinaires pour en prendre une, vous allez retrouver ce triptyque de design, de marketing et de technique, avec des laboratoires, bien sûr, avec des plateaux marketing et avec des ateliers design. Donc, ces gens-là, dans une proximité géographique forte, parce qu'ils sont sur les mêmes sites, quand ils sont à l'intérieur d'une famille produit, ont des relations très fortes et très étroites au quotidien, avec des processus d'innovation chez nous qui, très en amont de la génération de l'idée, jusque très en aval, jusqu'à la concrétisation du produit et son lancement, sont un parcours main dans la main entre ces 3 activités. Et puis, c'est une communauté, comme on le dit. On a un réseau social en interne qui permet de faire en sorte que ces gens de l'innovation, qui sont du coup répartis à un certain nombre d'endroits, ces 30 centres de R&D dont on parlait par exemple tout à l'heure, se connectent. Notre réseau social en interne s'appelle What If. Ça laisse présumer de tout ce qu'on peut encore inventer pour le consommateur. On a un Il y a encore des choses à inventer? Oui, on l'a vu, il y a un certain nombre de besoins qui sont Il y en aujourd'hui aura non d'autres. satisfaits au niveau du consommateur. Il y a encore plein de choses à faire. Sérieusement. Mais en fait. on vous parliez de métiers atypiques, on a un community manager. Quelqu'un qui est spécialement dédié chez nous pour faire en sorte de dynamiser et de stimuler les échanges au sein de cette communauté D'animer d'innovation. cette communauté. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et donc quand on dit qu'on innove, oui, on innove, mais on n'innove pas tout seul. Et déjà, quand on parle de communauté, il faut aussi entendre un autre aspect, c'est qu'on est dans une communauté qui est clairement pas fermée sur elle-même, qui est ouverte vers l'extérieur. Chez nous, on parle d'open innovation. On parle de collaborer avec des centres de compétences qui sont à l'extérieur. On travaille en national avec des pôles de Ça prend quelle forme, compétitivité. l'open innovation? C'est-à-dire que vous investissez Multiforme. dans des... Multiforme. Alors, on va pouvoir en citer plusieurs. Oui. On va dire déjà de manière très standard, quelque part, on travaille avec des laboratoires de recherche extérieurs, qui soient académiques, qui soient privés, des startups, des sociétés, des entreprises qui ont un savoir-faire particulier et avec lequel il est intéressant qu'on que vous avez pas en collabore interne. et qu'on n'a pas forcément en interne. Et on n'a pas pour vocation de tout avoir en interne. Un de nos gros challenges et une de nos compétences, c'est d'être capable d'identifier où se trouve la juste et bonne compétence à l'extérieur pour ne pas réinventer la roue en interne. Donc ça, c'est un premier point. Des partenariats qui sont des partenariats très technologiques et scientifiques. Des partenariats aussi d'opportunités avec des entreprises qui peuvent avoir des produits ou des services qui sont complémentaires aux d'autres. On peut citer par exemple L'Oréal. On a un partenariat très fort avec L'Oréal pour développer des produits qui associent un appareil de traitement du cheveu avec des cosmétiques. Et en la combinaison des deux donne un résultat qui dépasse largement le résultat obtenu par l'un ou par l'autre. On a aussi des technologies ou des méthodologies d'open innovation où on va véritablement prospecter auprès de crowdsourcing, prospecter auprès de nos consommateurs pour arriver à identifier avec eux quels sont leurs besoins qu'on n'aurait pas identifiés en utilisant des technologies de Web 2.0 avec des technologies standards de marketing. Donc voilà, ça c'est notre communauté. Quel serait le premier salaire d'un chef de projet Inno Junior? Alors, difficile de répondre comme ça dans l'absolu. Comment ça, au moins- difficile? Bah, C'est parce votre que- boulot, vous connaissez le salaire. Je vais vous donner une fourchette, je ne vous donnerai pas un chiffre précis, mais bien Pourquoi pas un entendu, chiffre précis? C'est-à-dire que ça peut varier Parce vraiment que- selon le Parce diplôme que d'origine? typiquement, comme on le disait tout à l'heure, chef de projet innovation, celui qui est docteur, il a un petit peu plus d'expérience, il s'est frotté à une autre réalité. Certes, mais ça se joue ça se joue à pas grand-chose. Celui qui est docteur, il a quand même 3 ans hein, dans les pattes. Certes, mais vous le Donc, valorisez ça- vraiment. Bien entendu que ça se D'accord. valorise. Bien Alors, c'est entendu quoi- que ça se c'est- valorise. Donc alors- ce qu'on valorise effectivement, c'est, je dirais,
la spécialisation qu'on va pouvoir avoir, donc certains effectivement vont faire des masters spécialisés supplémentaires, donc forcément sont des années supplémentaires qui sont en plus validées par des stages. Donc la fourchette, en cumulant du coup... des expériences, forcément vous cumulez aussi des années supplémentaires. Donc la fourchette, ça va être entre 34 et 39 000 euros à peu près brut annuel, sur laquelle il ne faut pas oublier aussi un système de redistribution dans le groupe, donc avec des accords de participation et d'intéressement qui sont partie intégrante de nos rémunérations, qui sont non négligeables. Est-ce qu'on peut refaire toute sa garde-robe électroménager à moindre prix? Enfin, je veux dire, il y a des... Sa garde-robe électroménager. On a accès à des tarifs, On a accès. On a accès à des tarifs et puis avant tout on teste. On l'a dit, on est quand même amoureux du produit et on teste beaucoup de choses. Oui. Juste pour revenir sur une question, parce qu'on peut voir ce qu'est un chef de produit, mais en revanche un chef de projet innovation, c'est-à-dire qu'en fait quand on arrive en tant que avec le profil d'ingénieur, on travaille sur un produit en particulier. Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on appelle c'est vraiment un terme que vous utilisez, chef produit, oui. enfin, chef de projet innovation, tout à fait. On travaille sur plusieurs projets en parallèle, sachant que les projets sont avancés à des stades différents. Enfin, Bénédicte en parlera mieux que moi, mais on peut avoir des projets qui sont assez en amont finalement au niveau déjà de la recherche de solutions techniques, technologiques, d'autres beaucoup plus déjà sur la phase d'aboutissement avec des vraies réflexions, enfin la réalité, je dirais, économique aussi du projet. Donc oui, on gère, quand on est chef de projet innovation junior, on gère différents projets en même temps. On passe au que oui, que non. Bon, il va être rapide le que oui, que non parce qu'on a beaucoup de questions et je voudrais qu'on puisse y revenir assez rapidement. Je vous demanderais juste de répondre par oui ou par non. Est-ce que la population au sein du groupe SEB est très majoritairement féminine? Non. Non. C'est vrai? Spontanément, non. Alors, je peux quand même y apporter une réponse. Je suis désolée, du coup, ça va un peu alourdir. Vous avez le droit à une réponse de 10 secondes. Mais parce que je dirais aussi, historiquement, nous sommes un groupe industriel. Et rappelons ce qu'est quand même l'histoire de la France. Quand on faisait l'industrie avec des hommes, historiquement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un turnover assez faible, on a encore une population assez masculine. Ok, deuxième proposition. Heureusement que les plus jeunes nous rejoignent. Deuxième proposition, l'obsolescence programmée, c'est pas fair play en innovation. Non, c'est pas fair play. Non. Clairement. Est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir sur le segment petit électroménager? Oui. Mais on voudrait juste un argument. L'argument qui tue, en fait, qui nous fait comprendre. L'argument qui tue, il y en aurait... Les gens ont plus d'argent, en fait. La consommation, c'est elle est un peu en berne quand même. On a l'impression que c'est pas juste conjoncturel, c'est assez structurel quand même, non? Ça vous inquiète pas? Quand on sait répondre à des vraies problématiques consommateurs, à des vraies préoccupations de tous les jours, et ben on continue d'investir. Et voilà. Enfin, je pense qu'on a toujours l'exemple entre nous deux, mais il dit beaucoup de choses aussi. Ok, quatrième et dernière proposition. Est-ce que vous avez, comme tout le monde, des objets SEB dans vos placards que vous n'utilisez pas? Des objets du groupe SEB que nous n'utilisons pas? On a tous. Moi, j'ai regardé, il y a plein de choses, je ne sers pas, j'ai acheté ça, c'était ces achats d'impulsion. Moi, je vais vous répondre oui, parce qu'on en a beaucoup. Donc, on ne peut pas tous se servir de tous à la fois. C'est pas très éco-responsable, ça, pour le coup. Non, parce que nous, on est probablement des consommateurs atypiques, parce qu'on est suréquipés. Donc, la réponse est très biaisée à votre question. Parce que oui, on en a, parce qu'on ne peut pas tester, manger dans 10 casseroles différentes chaque jour. Donc, oui, on en a, nous. Je ne crois pas qu'on soit le reflet forcément des consommateurs. Où en est SEB par rapport à ses concurrents en termes d'innovation? Je crois spontanément, je pense qu'on peut dire en toute humilité qu'on a vraiment une longueur d'avance. Et là, mais qu'est-ce qui vous permet de le penser? Il y a quand même des acteurs qui sont, je pense à, je sais pas, Electrolux, etc., qui sont quand même qui sont assez innovants aussi dans le domaine, non? Oui. Dans un domaine, dans une typologie produit particulière, on peut effectivement citer certains acteurs qui aussi sont innovants. Je crois qu'une de nos particularités, c'est d'être capable d'innover sur l'ensemble du segment du petit équipement domestique. Et on couvre l'ensemble du segment. On a peu cité finalement l'ensemble des produits qu'on fabrique, mais des fers à repasser, Delphine, tu compléteras ce que je vais en oublier, des sèche-cheveux, des épileurs, des casseroles, des aspirateurs, des ventilateurs, des bouilloires. On couvre finalement un univers de produits qui est excessivement large.
Et donc oui, à ce titre-là, on est très différents de nos concurrents. Je finis actuellement mes études en communication. Des postes en communication chez SEB sont libres. Alors, au moment où on parle, à ma connaissance, non. Si vous êtes l'objectif, c'est de l'encyclopédie du recrutement chez SEB, donc ça. vous savez. Mais C'est qu'est-ce à qu'on peu appelle près ça. communication d'ailleurs chez Alors, SEB? communication, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, la communication, on en fait déjà au marketing, et notamment au marketing opérationnel. Donc, voilà, on n'a pas des spécialistes de communication au marketing opérationnel, mais quand exclusivement faisant de la communication, c'est un des leviers au sein effectivement du marketing. Mais là, vous parlez de la communication de produit, on ne parle pas de communication corporate. Enfin, oui, alors, mais la communication, c'est très large justement. Donc, pour parler produit, parce qu'on parle quand même beaucoup produit quand on parle innovation, donc je vais quand même juste finir là-dessus. Il y a la communication digitale aussi. Et la communication digitale, c'est stratégique aujourd'hui. Je pense que ce soir, on peut en parler particulièrement. Donc voilà, ça c'est une autre chose. On a la communication très classique, plus traditionnelle en matière de produits. Et puis effectivement, pour sortir de la communication simplement produit, on a la communication plus corporate, institutionnelle. Ça fait partie effectivement des besoins qu'on peut avoir. Et puis on a la communication financière aussi. Donc chez nous, la communication, en fait, elle est organisée autour de celle d'un grand groupe industriel. Enfin, voilà. Mmh. Ok, mais pas de besoin particulier en ce moment. Pas en ce moment, mais très récemment, on avait encore des postes. Je voulais savoir si vous recrutiez des stagiaires en développement durable. Alors oui, on en recrute. Est-ce que ça a une fonction, enfin d'ailleurs stagiaires ou élargissons, Oui, prenons oui, également oui. des recrutements, enfin des salariés. Est-ce qu'on voit des formations qui se développent aujourd'hui en développement durable, c'est-à-dire qui sont vraiment centrées là-dessus, des masters spécialisés? Énormément. Énormément. Mais est-ce que ces personnes ont une place en fait dans un groupe comme SEB? Est-ce que c'est pas un peu trop transversal comme fonction? Alors, énormément. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans le groupe SEB, nous avons une direction du développement durable. Donc, c'est un des enjeux. Mais qui est centré produit ou qui est groupe, centré plutôt, enfin, plus corporate qui couvre tous les domaines, vous l'avez bien compris. Donc, produit, et on en a parlé tout à l'heure. Et puis, au-delà du produit, c'est aussi les engagements du groupe sur un certain nombre de domaines. Le groupe a une responsabilité sociale et sociétale, et à ce titre-là, effectivement, on est engagé sur beaucoup de sujets, et on engage aussi nos métiers sur de nombreux sujets du développement durable. Mais donc concrètement, en termes de recrutement, durable, on recrute au développement durable des stagiaires et pas simplement des stagiaires. Ce sont des métiers en tant que tels au sein du groupe. Certes, mais il y a beaucoup de place. On imagine, généralement, les directions de développement durable, c'est 3-4 personnes. Enfin, c'est pas beaucoup de monde. C'est juste des gens qui ont un regard un peu macro sur l'entreprise. Mais alors, ça peut être plus spécialisé que ça aussi, puisque vous avez quand même des experts en environnement. Typiquement, on parle de développement durable, c'est ça. Et on a des experts en environnement au sein du groupe. Le développement durable, ça peut être aussi sous l'angle diversité, donc plus social. Et là, on a des engagements aussi d'un point de vue diversité et de non-discrimination. Bref, sur un certain nombre de sujets, ça nous amène effectivement à recruter peut-être des gens qui se sont spécialisés sur la question, mais qui auparavant avaient peut-être aussi un background un peu plus large. Alors, faut-il obligatoirement être ingénieur docteur pour faire du développement de produits pour le groupe SEB? Alors, non. Clairement non. On a parlé tout à l'heure dans les CV du thésard, dans une dimension de recherche, c'est-à-dire en amont plutôt du processus d'innovation, oui, c'est un plus, clairement. Dans des métiers plus amont de développement, non, un ingénieur est tout à fait à sa place chez nous pour relever les challenges de l'industrialisation, du développement et de l'industrialisation. Delphine Bénédicte, on arrive à la fin de cette rencontre. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, quasiment 1 heure qu'on discute. On vous laisse un dernier mot. Qui est-ce qui va conclure? On va le faire toutes les deux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on devrait savoir? Est-ce qu'on va faire un retour sur l'Actifrail? Je ne sais pas comment est-ce qu'on va conclure. L'Actifrail est resté là entre nous pendant toute la durée de l'émission. Non, je pense que notre volonté, c'est, et on espère en tout cas vous avoir convaincu sur le fait que innover, c'est possible. Innover dans le petit équipement domestique, c'est possible. À quel point le groupe SEB est effectivement engagé, impliqué de tout temps et dans l'innovation, c'est une réalité, et que clairement ça vous donne envie de rejoindre le groupe, soit parce que vous êtes en recherche de stage, soit parce que vous recherchez votre premier emploi.
Et on a besoin effectivement de ces nouveaux talents aussi pour nous accompagner, parce que l'innovation, ça se Là, fait à juste pour plusieurs. savoir, pour que vous nous fassiez un point sur le recrutement, pour qu'on soit sûr, là, immédiatement, vous faites un appel du pied à qui? Vous voulez qui, là, en fait, maintenant? Des ingénieurs, des personnes du marketing également. Voilà. D'accord. Là, vous êtes en plein recrutement sur ces on fonctions. recrute beaucoup, oui, tout à fait. Non, je crois que ce qu'on a aussi essayé de partager avec vous, c'est notre passion pour l'innovation et de vous faire comprendre que au sein du groupe, le produit et le consommateur sont vraiment clés. Donc, ce qui est important pour l'ensemble des gens qui auront été séduits par ce qu'est le groupe SEB et dans la manière dont ils vont faire acte de candidature, c'est d'être capable de porter avec eux ce souci du consommateur et cet amour du produit pour pouvoir s'intégrer à ce que nous sommes, nous, en tant qu'entreprise. Très bien. Merci à tous pour vos questions. Vous en aviez certaines qui étaient plutôt tendres, mais certaines qui n'étaient pas spécialement tendres. Et merci d'avoir posé ces questions qui ont permis de poser vraiment les termes du débat et de l'innovation chez SEB. Merci à toutes les deux. Merci. Et on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées, évidemment, Exactement. chez SEB, au sein du groupe N'hésitez SEB. pas. Merci. Merci à beaucoup. vous.